Je m'appelle Faustine, j'ai 32 ans. Pourquoi es-tu là? C'est ce que ma propre sœur, Bérangère, m'a hurlé quand je suis entrée chez mes parents pour Noël. Avant que je puisse répondre, mes parents, Alain et Josette, ont ajouté « Tu n'es pas la bienvenue ». Tu comprends ça? Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. Je suis partie. Et cette nuit-là, j'ai annulé chaque paiement, chaque facture, chaque centime que je couvrais en silence pour eux depuis 10 ans. Le lendemain matin, mon interphone a sonné sans arrêt. C'est une histoire vraie, et elle est compliquée. Avant de vous raconter en détail comment j'en suis arrivée là, comment cette trahison financière et émotionnelle s'est construite brique par brique, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous suivez cette histoire, et quelle heure il est chez vous. Votre présence et votre soutien comptent énormément pour moi. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé cette nuit-là. Cette nuit-là, le 24 décembre, le froid sec du Jura m'a saisi dès que je suis sortie de ma vieille Peugeot 208. J'avais fait la route depuis Besançon, 1h15 sur des routes que je connaissais par cœur. J'étais fatiguée. Ma semaine à l'EHPAD avait été épuisante, mais je m'étais forcée à être optimiste. J'avais acheté une bouteille de crément du Jura, une bonne bouteille, chère. Je m'étais dit que cette année, ce serait différent. Je m'étais préparée au sourire forcé. Aux compliments vagues sur mon travail. À la chaleur de façade. J'ai sonné. La porte s'est ouverte sur une scène de Noël parfaite. Le sapin brillait, la musique jouait doucement, ça sentait le vin chaud et la cannelle. Ma mère, Josette, tenait un plat. Mon père, Alain, se tenait près d'elle. Bérangère, ma sœur cadette, était là, un verre à la main. Pendant une seconde, tout s'est figé. La musique semblait s'être arrêtée. C'est Bérangère qui a parlé la première. Son visage, habituellement si charmant, s'est déformé par la colère. « Pourquoi es-tu là ?» Sa voix était tranchante, comme du verre brisé. J'ai figé, la bouteille de crément à la main. « C'est Noël, Bérangère. » Et alors, a-t-elle craché. C'est là que ma mère est intervenue. Pas pour défendre sa fille aînée. Pas pour calmer le jeu. Elle a posé son plat et m'a regardé, sans chaleur. « Tu n'es pas la bienvenue ici, Faustine. » J'ai cherché le regard de mon père. Alain. L'homme silencieux de ma vie. Il a détourné les yeux. Il est resté silencieux. Comme toujours. Il a regardé le sapin, comme s'il était fasciné par une guirlande. « Tu comprends ça ?» a ajouté ma mère, sa voix dure. Il n'y avait pas de dispute. Pas de cri, à part celui de Bérangère au début. Juste, un verdict. Une exécution. J'ai regardé ces trois visages. Ma sœur, pleine de mépris. Ma mère, froide comme la pierre. Mon père, lâche. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas mon cœur. C'était une chaîne. Une chaîne que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié qu'elle était là. La chaîne de la fille responsable, de la gentille Faustine. Je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je n'ai pas pleuré. Lentement, j'ai avancé d'un pas. J'ai posé la bouteille de crément du Jura sur la petite table de l'entrée, à côté d'une pile de courrier. Puis, je me suis retournée. J'ai ouvert la porte que je venais à peine de franchir. L'air froid m'a giflé le visage, mais il me semblait plus pur, plus respirable que l'atmosphère étouffante de cette maison. Je suis retournée à ma voiture. Je l'ai entendu fermer la porte derrière moi avant même que j'aie atteint le portail. Sur la route du retour vers Besançon, les lumières de Noël des autres maisons me semblaient moqueuses. Je n'ai pas allumé la radio. Le silence dans ma voiture était total. Je ne pensais plus à eux. Je pensais à ce que j'allais faire. Ce soir-là, en rentrant dans mon petit appartement vide, je n'ai pas défait ma valise. J'ai préparé une tasse de thé, je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. L'heure de la gentillesse était terminée. Pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là, il faut remonter, loin en arrière. Il faut comprendre la dynamique de notre famille, cette petite famille de Pontarlier qui semblait si normale vue de l'extérieur. J'ai toujours été, Faustine la responsable. L'aînée.
Celle qui avait de bonnes notes, qui ne faisait pas de vagues, qui rangeait sa chambre sans qu'on le lui demande. Bérengère, arrivée 3 ans après moi, était Bérengère la charmante. La jolie, la drôle, celle qui savait obtenir ce qu'elle voulait d'un battement de cils. Si je cassais un verre, j'étais maladroite et je devais nettoyer. Si Bérengère cassait un verre, ma mère, Josette, accourait en disant « Oh, ma chérie, ce n'est pas grave, laisse, tu vas te couper. » Si j'avais besoin d'aide pour mes devoirs, on me disait que j'étais assez grande pour me débrouiller. Si Bérengère avait besoin d'aide, mon père, Alain, s'asseyait avec elle pendant des heures. Mon père, sa grande spécialité, c'était le silence. Alain était technicien de maintenance à la mairie. Un homme qui réparait des choses. Mais à la maison, il ne réparait rien. Il maintenait la paix en n'intervenant jamais. Son silence n'était pas de la neutralité, c'était une approbation tacite de la façon dont Josette gérait les choses. Et Josette gérait les choses en protégeant Bérengère et en me chargeant des responsabilités. Je n'avais pas réalisé, à l'époque, que j'étais devenue dépendante de ce rôle. J'étais accro au sentiment d'être utile, d'être celle sur qui on pouvait compter. Quand Bérengère faisait une bêtise à l'école et que je l'aidais à rattraper le coup, ma mère me caressait la tête en disant « Que ferais-je sans toi, Faustine ? Tu es tellement fiable. » C'était ma drogue. Cette simple reconnaissance. Je ne voyais pas que cette fierté était en réalité une cage qu'il construisait autour de moi. Plus je devenais fiable, plus on attendait de moi. Et moins on attendait de Bérengère. La force est devenue une attente. Et l'attente est devenue un fardeau. Bérengère a traversé l'adolescence comme une brise d'été, laissant des petits désastres dans son sillage que je devais, ou que ma mère devait, nettoyer. Argent perdu, examen raté, petits amis contrariés. Ce n'était jamais de sa faute. Pendant ce temps, je travaillais dur. J'ai eu mon bac avec mention, j'ai fait mon école d'aide-soignante. J'étais déterminée à être indépendante, à avoir ma propre vie. Quand j'ai annoncé que je partais m'installer à Besançon, à 60 km de là, pour un poste stable à l'EHPAD, j'ai cru que j'allais enfin être libre. J'ai cru que la distance physique, même si elle était minime, briserait enfin cette dynamique. J'ai cru que je pourrais enfin être juste Faustine, et non plus Faustine la responsable. J'étais si naïve. Je n'avais pas compris que pour ma famille, ma réussite et mon indépendance n'étaient pas une source de fierté. C'était une opportunité. J'avais prouvé que j'étais fiable. J'avais prouvé que j'avais un revenu stable. J'avais prouvé que j'étais la gentille. L'EHPAD m'a appris l'empathie, mais aussi l'importance des limites professionnelles. Mais la distance n'a pas brisé l'ancienne dynamique. Elle l'a juste rendue plus insidieuse. Elle l'a fait passer des responsabilités ménagères aux responsabilités financières. Et c'était bien pire. Ma vie à Besançon était simple, mais c'était la mienne. Mon appartement n'était pas grand, mais il était à moi. Mon travail à l'EHPAD était dur, physiquement et émotionnellement. Je suis devenue aide-soignante principale. C'est un travail qui vous confronte à la fin de vie, à la maladie, à la solitude. On apprend beaucoup sur l'humanité, mais aussi sur l'importance de se protéger. Ce qui était ironique, c'est que j'y arrivais très bien au travail. J'étais la personne vers qui on se tournait pour gérer les familles difficiles, celles qui sont dans le déni ou l'agressivité. Je savais poser des limites claires, être empathique mais ferme. J'étais professionnelle. Mais dès que mon téléphone sonnait et que le nom, maman, Josette, s'affichait, tout ce professionnalisme s'évaporait. Je redevenais la petite fille de 12 ans qui voulait désespérément un compliment. Les premiers appels ont commencé environ 6 mois après mon installation. C'était toujours le même scénario. Ma mère commençait par me demander des nouvelles de mon travail. Alors, ma chérie, pas trop dur avec tes petits vieux ? C'est si noble ce que tu fais, tu sais. Tu as un cœur en or. Elle me beurrait de compliments, me rappelait à quel point j'étais bonne. Et puis, venait le « mais ». La première fois, c'était une histoire de chaudière. Je ne sais pas comment on va faire, ton père est si stressé. La facture est arrivée, c'est une catastrophe. Bérengère est entre 2 contrats, elle ne peut rien faire. Et puis le silence. Un silence lourd, que je me sentais obligée de combler. Je peux peut-être vous aider,
maman. C'est combien? Oh, non, ma chérie, je ne t'ai pas appelé pour ça. Mais c'est 200 €. C'est juste temporaire, bien sûr. Tu seras remboursé à la fin du mois. J'ai envoyé les 200 €. J'ai ressenti ce vieux frisson familier, le sentiment d'être la sauveuse, la fiable. Bien sûr, je n'ai jamais été remboursée. 2 mois plus tard, c'était la voiture de mon père. Elle ne passera pas au contrôle technique, Faustine. Les pneus d'hiver? Alain ne peut pas aller travailler à la mairie sans voiture. Tu te rends compte? Cette fois, c'était 300 €. Puis c'est devenu une habitude. Ce n'était plus temporaire. C'est devenu ma nouvelle fonction. Faustine, tu pourrais prendre la facture d'électricité ce mois-ci? Juste pour nous soulager. Faustine, Bérangère a besoin d'un nouveau téléphone pour ses entretiens, le sien ne marche plus. Faustine, l'assurance voiture de ton père, ce serait plus simple si tu la mettais en prélèvement automatique sur ton compte, non? Juste pour qu'on n'oublie pas. J'ai dit oui. J'ai dit oui à tout. J'ai mis en place les prélèvements. J'étais devenu, officiellement, le soutien financier de la maison de Pontarlier. Je me justifiais en me disant que les familles s'entraident. Que je gagnais bien ma vie, même si ce n'était pas le Pérou. Que c'était normal. Mais au fond de moi, une petite voix me disait que quelque chose n'allait pas. Personne ne me demandait jamais si moi, j'avais des difficultés. Personne ne me demandait si mon propre loyer était payé, si mon frigo était plein. J'étais devenue une ressource. Une ligne sur un budget. Le pire, c'est qu'ils ne disaient même plus merci. C'était devenu un dû. Et si jamais j'hésitais, si je posais une question, la voix de ma mère devenait froide. Ah! Je vois. Maintenant que tu es à la grande ville, tu nous oublies. On t'a tout donné, Faustine. Et je cédais. La culpabilité était une arme qu'elle maniait avec une précision de chirurgien. J'envoyais l'argent. Mais je n'achetais pas leur amour. J'achetais seulement un silence temporaire, avant le prochain appel. Je n'avais pas encore compris que je ne finançais pas des besoins. Je finançais leur irresponsabilité, et le style de vie de ma sœur. Mais j'allais le découvrir, de la manière la plus humiliante qui soit. Le point de rupture émotionnelle n'a pas eu lieu cette nuit de Noël. Il avait eu lieu 6 mois plus tôt. L'argent, c'était une chose. L'humiliation, c'en était une autre. C'était l'anniversaire de Bérangère. Elle organisait une petite fête chez mes parents à Pontarlier. Elle m'avait appelé, de sa voix la plus mielleuse. Faustine, s'il te plaît, viens m'aider. Je suis débordée, tu sais comment je suis. J'ai besoin de toi. Besoin de moi. Les mots magiques. J'avais travaillé toute la nuit précédente. Une garde de 12 heures à l'EHPAD. J'étais épuisée. Mes pieds me faisaient mal, mon dos était en compote. J'avais juste envie de dormir. Mais Bérangère avait besoin de moi. Alors j'ai pris une douche rapide, j'ai bu 2 cafés serrés, et j'ai fait la route d'1 h 15 jusqu'à Pontarlier. Je ne suis même pas venue les mains vides. Je me suis arrêtée en chemin pour acheter un cadeau cher, un parfum que je savais qu'elle voulait mais qu'elle ne pouvait pas se payer, et plusieurs sacs de courses. Chips, boissons, saucissons. Quand je suis arrivée, la musique était déjà forte. Bérangère était dans le salon, riant aux éclats avec 2 de ses amis. Elle portait une nouvelle robe. Faustine. Super, m'a-t-elle lancé, sans même me regarder. Elle a pris les sacs de courses de mes mains. Tiens, ton cadeau est sur la table, ai-je dit, fatiguée. Merci, merci, a-t-elle dit en agitant la main, avant de se tourner vers ses amis. Puis elle m'a regardée, de la tête aux pieds. Je portais encore mon uniforme d'aide-soignante sous ma veste, je n'avais pas eu le temps de me changer. Tu ne vas pas rester comme ça? Enfin bref. Va à la cuisine, s'il te plaît. Maman est débordée. Coupe le saucisson et prépare les plateaux de comté. Elle ne m'avait pas invitée. Elle m'avait convoquée pour le service. J'ai serré les dents. J'y suis allée. La cuisine était un chaos. Ma mère, Josette, courait partout. Ah, Faustine. Enfin.
Tiens, m'a-t-elle dit en me tendant un couteau. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai coupé du saucisson. J'ai disposé du fromage. J'ai rempli des bols de chips. J'entendais les rires depuis le salon. Personne n'est venu me parler. J'étais là, fiable. J'étais celle qui faisait le travail ingrat. À un moment donné, une ancienne camarade de classe, Gaëlle, est entrée dans la cuisine pour chercher un verre. Faustine. Ça alors, ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu deviens? J'ai entendu dire que tu travaillais à Besançon, c'est super. J'ai souri, sincèrement heureuse de la voir. Oui, ça va, Gaëlle. Je suis l'aide-soignante principale à... Je n'ai pas pu finir ma phrase. Bérengère est entrée à ce moment-là, un verre vide à la main. Elle a ricané. Oh, elle est aide-soignante, oui, dit Bérengère avec un ton moqueur. Elle passe ses journées à changer les couches des vieux et à leur tenir la main pendant qu'ils bavent. N'est-ce pas, Faustine? Ce n'est pas vraiment une carrière, c'est plutôt du service. Mais bon, il faut bien que quelqu'un le fasse, non? Gaëlle avait l'air incroyablement mal à l'aise. Ma mère, qui était derrière Bérengère, a gloussé. Elle a gloussé. J'ai senti le sang me monter au visage. La fatigue, l'humiliation, l'injustice. Tout s'est mélangé. Mon travail est important, Bérengère. Je m'occupe des gens. Oh, je sais, a-t-elle dit en levant les yeux au ciel. Tu sauves les gens. Tu es notre sainte. Pendant ce temps, nous, on essaie de vivre. Elle a pris son verre et est partie en riant. Mon père, Alain, qui avait assisté à toute la scène depuis l'encadrement de la porte, m'a juste regardé. Il n'a rien dit. Il a haussé les épaules, l'air de dire « Que veux-tu que j'y fasse ?» et il est reparti dans le jardin. J'ai posé le couteau. J'ai regardé mes mains, qui tremblaient de colère. J'ai enlevé mon tablier. Je suis sortie par la porte de derrière, je suis montée dans ma voiture, et je suis rentrée à Besançon. Personne n'a appelé pour me demander où j'étais passée. Cette nuit-là, j'ai pleuré de rage. Mais je n'ai rien fait. Je n'ai pas coupé les ponts. Je n'ai pas arrêté les paiements. J'ai avalé l'humiliation. Une fois de plus. J'étais là, dans la cuisine de mes parents, traitée comme une domestique et moquée pour le travail qui payait leurs factures. Si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Seriez-vous parti en claquant la porte? Ou auriez-vous, comme moi, encore une fois tout avalé par peur du conflit? Dites-le moi honnêtement dans les commentaires. C'est à cette humiliation que je pensais, 6 mois plus tard, en rentrant chez moi cette fameuse nuit de Noël. Je pensais à ce ricanement de Bérengère. Au gloussement de ma mère. Et au silence de mon père. Je me suis assise à mon bureau. L'adrénaline de la confrontation m'avait quitté, laissant place à une clarté froide et tranchante. Ce n'était pas une décision prise sous le coup de la colère. C'était une conclusion. Le résultat de 10 années d'abus émotionnels et de parasitisme financier. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai ouvert mon compte en ligne au Crédit Agricole. La sensation de cliquer sur « Gérer mes prélèvements automatiques » était étrange. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la libération. C'était comme enlever un corset que j'avais porté si serré pendant une décennie que j'avais oublié ce que c'était que de respirer librement. J'ai regardé la liste. C'était long. Le premier, Bouygues Télécom. L'abonnement, famille, pour 4 personnes. 4 lignes. Payé par mois. Bérengère passait des heures au téléphone. J'ai cliqué. Révoquer l'autorisation de prélèvement. Fait. Le deuxième, Freebox. L'Internet et la télévision de la maison de Pontarlier. Pour qu'ils puissent regarder leurs émissions, pour que Bérengère puisse être sur Netflix. Révoqué. Le troisième, MAF Assurance. L'assurance de la voiture de mon père, Alain. La voiture qu'il utilisait pour aller au travail, la voiture qu'il utilisait pour m'éviter du regard quand sa femme et sa fille me démolissaient. Révoqué. Le quatrième, un prélèvement de la part de Cofidis. Celui-ci faisait particulièrement mal. C'était le scooter que Bérengère avait voulu s'acheter 2 ans plus tôt. Elle n'avait pas obtenu le crédit. Sauf si quelqu'un se portait garant.
Juste une signature, Faustine, s'il te plaît. C'est pour que je puisse aller à mes entretiens. J'avais signé. Bien sûr, elle n'avait jamais payé une seule mensualité. C'était moi qui payais. 80 € par mois. J'ai contacté ma banque pour bloquer ce prélèvement spécifique. Et enfin, le plus gros. Le virement automatique mensuel. 400 €. Tous les 5 du mois. Viré de mon compte au leur. Intitulé « Soutien familial ». Je l'avais appelé comme ça, pour me donner l'illusion que c'était un choix noble. C'était juste, du racket. J'ai regardé le bouton « Annuler le virement permanent ». J'ai pensé à mon travail. Aux gardes de nuit. Aux patients que je devais soulever, laver, consoler. Aux week-ends sacrifiés. Au Noël que je passais souvent à l'EHPAD. Cet argent, je l'avais gagné à la sueur de mon front, à la force de mon dos et à l'usure de mon âme. J'ai cliqué. En 30 minutes, j'ai défait 10 ans de servitude financière. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Je n'ai pas ressenti de joie. J'ai juste ressenti, le silence. Un vide immense. La fin d'un rôle. J'avais passé ma vie à être Faustine la fiable. Je ne savais pas qui j'étais sans ce fardeau. Mais j'étais sur le point de le découvrir. J'ai fermé l'ordinateur. J'ai bu mon thé devenu froid. Je suis allé me coucher. Et pour la première fois depuis des années, j'ai dormi d'un sommeil profond, sans rêve. Je savais que le réveil serait brutal. Mais pour la première fois, ce ne serait pas moi qui serais brutalement réveillé. La bombe à retardement était armée. Il ne restait plus qu'à attendre que les bureaux ouvrent le 26 décembre. Le jour de Noël, le 25 décembre, a été le jour le plus étrange de ma vie. J'étais seule. Pour la première fois. Mon téléphone est resté silencieux. Pas un appel. Pas un message de « Où es-tu ? Joyeux Noël ». Rien. C'était comme si ma visite de la veille n'avait jamais eu lieu. J'ai passé la journée en pyjama, à regarder de vieux films. J'ai mangé des restes de la veille. C'était paisible. Presque trop paisible. J'avais l'impression d'être dans l'œil du cyclone. Je savais que la tempête arrivait, mais pour l'instant, tout était calme. Le 26, je suis retournée au travail. L'EHPAD était en sous-effectif, comme toujours après les fêtes. L'agitation du service m'a fait du bien. J'ai distribué des médicaments, fait des toilettes, écouté les histoires des résidents. J'étais de retour dans mon élément, là où les règles étaient claires, là où ma gentillesse était appréciée et non exploitée. C'est pendant la pause café que ma collègue, Mireille, est venue s'asseoir à côté de moi. Mireille, c'est un peu ma figure maternelle de substitution. Une femme de 55 ans, divorcée, qui en avait vu d'autres. Elle avait un détecteur de conneries intégré et une franchise à toute épreuve. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. T'as une sale tête, Faustine. Mais tes yeux sont différents. Je n'ai pas pu me retenir. J'avais besoin d'en parler à quelqu'un. Je lui ai tout raconté. La scène de la veille de Noël. Le rejet. La bouteille de crément. L'ordinateur portable. Les paiements annulés. J'ai parlé pendant 10 minutes sans m'arrêter. Quand j'ai eu fini, j'étais au bord des larmes, m'attendant à ce qu'elle me juge, qu'elle me dise que j'étais une mauvaise fille. Mireille a pris une gorgée de son café. Elle a reposé sa tasse bruyamment. Et alors, a-t-elle dit. Comment ça, et alors, j'ai répondu, surprise. Tu te sens coupable, c'est ça? Tu penses que t'as mal agi? Je ne sais pas. C'est ma famille, Mireille. Mireille a ri. Un rire sec, sans joie. Ma chérie, a-t-elle dit en posant sa main sur la mienne. Laisse-moi te dire une chose que j'ai mis 50 ans à comprendre. La famille, ce n'est pas un chèque en blanc pour se comporter comme un connard. Le sang ne justifie pas l'abus. Elle s'est penchée vers moi. Ils ne sont pas en colère parce qu'ils ont perdu leur fille. Ils ne paniquent pas parce que tu n'étais pas là pour le dessert. Ils vont paniquer parce qu'ils ont perdu leur porte-monnaie. Ne confonds jamais l'amour et la commodité, Faustine. Ce qu'ils te donnaient, ce n'était pas de l'amour. C'était une transaction.
Et tu viens de fermer le guichet. Ils ont perdu leur porte-monnaie. Cette phrase a résonné en moi. C'était si simple. Si brutal. Et si vrai. Je n'étais pas une fille. J'étais un plan de financement. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai demandé, ma voix tremblante. Rien, a dit Mireille avec un sourire. Tu attends. Tu laisses le silence faire son travail. Et quand ils appelleront, parce qu'ils vont appeler, tu ne décroches pas. Tu tiens bon. Le silence. J'avais passé ma vie à combler les silences de mon père. Il était temps d'utiliser le silence comme ma propre arme. Le guichet était fermé. Et la banque de maman et papa était sur le point de faire faillite. Le silence a été rompu un mardi matin, le 27 décembre, à 10h02. J'étais en train de faire une toilette difficile avec un patient quand mon téléphone, posé sur le chariot de soins, a vibré. C'était un message de ma mère, Josette. Faustine, il y a un problème avec la facture d'électricité. Ils disent qu'elle n'est pas payée. Tu as oublié de faire le nécessaire? Peux-tu régler ça rapidement? Le ton était sec. Pas de « bonjour », pas de « comment vas-tu ». Juste un ordre déguisé en question. Tu as oublié. Comme si c'était ma faute, ma négligence. J'ai regardé le message et j'ai senti une vague de nausée. J'ai ignoré le message et j'ai continué mon travail. À 11h30, pendant ma pause, j'ai regardé mon téléphone. 4 appels manqués de Josette. 2 de Bérangère. Et un nouveau message, de Bérangère cette fois. Celui-là était très différent. Putain Faustine Taès fait quoi? Mon téléphone est coupé. J'ai plus de 4G. Je peux pas appeler mes potes. C'est quoi ce bordel? Rappelle-moi tout de suite ou je débarque à l'hôpital. Tout en majuscule. L'urgence pure. Pas, ma voiture est en panne, pas, je suis malade. Non. Je ne peux pas appeler mes potes. J'ai imaginé sa panique, privée de son lien vital avec le monde, son téléphone. J'ai failli rire. J'ai éteint la sonnerie de mon téléphone. La véritable tempête a frappé à 14h. J'étais en salle de repos, en train de remplir des dossiers. Mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. C'était mon père. Alain. C'était la première fois qu'il m'appelait de lui-même pour une question d'argent. D'habitude, il laissait Josette faire le sale boulot. La panique m'a saisie. Et s'il lui était arrivé quelque chose? J'ai décroché. Papa? Ça va? Il n'a pas répondu à ma question. Sa voix était tendue, presque méconnaissable. Faustine. J'ai un problème. Je viens d'appeler la MAF. L'assurance voiture. Ils disent que le contrat est résilié pour non-paiement. Ah, j'ai simplement répondu. Comment ça a? Faustine, je ne comprends pas. C'est le prélèvement automatique, non? C'est toi qui gères ça. La façon dont il l'a dit. C'est toi qui gères ça. Comme si c'était mon travail. Mon devoir sacré. Je ne peux pas aller travailler à la mairie demain si je ne suis pas assurée, Faustine. Tu te rends compte? Je pourrais perdre mon travail. Tu dois appeler la MAF tout de suite et régler ça. J'ai écouté son monologue paniqué. Il ne m'a pas demandé pourquoi. Il ne m'a pas demandé si j'allais bien. Il n'a pas dit « désolé pour la veille de Noël ». Il n'a même pas mentionné le fait que sa femme et son autre fille m'avaient jeté dehors. Il était juste paniqué. Pour lui. J'ai pris une grande inspiration. La voix de Mireille m'est revenue, ils ont perdu leur porte-monnaie. Non, papa, j'ai dit, ma voix étonnamment calme. Il y a eu un long silence. Quoi? Quoi? Non. Non, je n'appellerai pas la MAF. Ce n'est plus mon problème. Mais... Faustine, je ne comprends pas. C'est une erreur? Tu es fâchée à cause de l'autre soir? Enfin. Il l'avait mentionné. L'autre soir. Comme si c'était un petit incident mineur. Je dois y aller, papa. J'ai du travail. Faustine, non. Attends. Tu ne peux pas me faire ça. Faustine. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient si fort que j'ai fait tomber mon stylo.
J'avais tenu bon. J'avais dit non. J'ai regardé mon téléphone. Il vibrait à nouveau. Josette. Puis Bérengère. Puis Alain. Il s'appelait, paniqué, réalisant que le robinet était fermé. J'ai pris mon téléphone. Je l'ai regardé vibrer. Puis j'ai appuyé sur le bouton d'alimentation et je l'ai éteint. Pour la première fois de ma vie, mon silence était plus fort que leurs cris. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place du personnage principal. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Puisque je ne répondais plus au téléphone, ma mère est passée à l'étape suivante. L'étape que je redoutais le plus, la campagne de dénigrement. Josette était une artiste dans l'art de la manipulation narrative. Puisqu'elle ne pouvait plus me contrôler directement, elle allait contrôler la façon dont le reste du monde me voyait. Ça a commencé par tante Gisèle, la sœur de ma mère. Elle m'a appelé un soir, alors que je rentrais du travail. J'ai décroché, bêtement, pensant que c'était une urgence. Faustine? Sa voix était glaciale. J'ai eu ta mère au téléphone. Elle est en larmes. En larmes, tu m'entends? Je suis restée silencieuse. Je ne sais pas ce qui t'a pris. Je ne te reconnais plus. Abandonner ta famille comme ça. Après tout ce qu'ils ont fait pour toi. Ta mère dit que tu as réussi à Besançon et que maintenant tu les prends de haut, que tu les laisses sans électricité en plein hiver. J'ai tenté de me défendre. Tante Gisèle, ce n'est pas ce qui. Ils m'ont dit que je n'étais pas la bienvenue pour Noël. Ils m'ont mise à la porte. Oh, ne sois pas si dramatique, Faustine. Ta mère m'a dit que tu étais arrivée avec un air supérieur, que tu leur as fait des reproches, et que tu es partie sur un coup de tête. Et maintenant, pour te venger, tu leur coupes les vivres? Mais quel genre de monstre es-tu devenu? Ton père risque de perdre son travail. Bérengère est dévastée. J'ai compris à ce moment-là que je ne pouvais pas gagner. Josette avait déjà raconté sa version. Une version où elle était la victime, la mère éplorée, et où j'étais la fille ingrate et cruelle qui avait réussi en ville et qui oubliait ses racines modestes. Elle avait soigneusement omis de mentionner les 10 ans de soutien financier. Elle avait omis de mentionner que l'argent que je ne donnais plus était le mien. J'ai raccroché. L'envie de hurler la vérité à tout le monde, de crier « ILS m'ont exploité » était presque insupportable. Mais je savais que tout ce que je dirais serait retourné contre moi, utilisé comme une preuve supplémentaire de mon agressivité et de mon ingratitude. Pendant ce temps, Bérengère s'occupait des réseaux sociaux. Elle a commencé à poster des statuts vagues sur Facebook. Des choses comme « C'est triste de voir certaines personnes oublier d'où elles viennent. La loyauté familiale, ça n'a plus de valeur de nos jours. » #déçu #famille. Ses amis, celles qui avaient ri à ma fête d'anniversaire, remplissaient les commentaires de cœur et de messages de soutien. Courage, ma belle. Ignore les jaloux. J'étais la jalouse. J'étais l'ingrate. J'étais le monstre. J'ai choisi de rester silencieuse. Je n'ai pas répondu sur Facebook. Je n'ai pas rappelé tante Gisèle pour plaider ma cause. Je me suis murée dans le silence, laissant leur version de l'histoire se propager. C'était l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais eu à faire. Chaque notification, chaque regard de travers d'une connaissance de Pontarlier que je croisais par hasard, était comme un petit coup de poignard. Ils me volaient mon argent, et maintenant ils essayaient de me voler ma réputation. Je me sentais incroyablement seule. Mireille me soutenait, mais elle ne connaissait pas ma famille. Je commençais à douter. Est-ce que j'avais été trop dure? Est-ce que j'étais vraiment le monstre qu'il décrivait? Je me suis accrochée à cette pensée, une personne normale ne réagit pas à une dispute en coupant les vivres. Mais une personne normale n'est pas mise à la porte de chez elle par ses parents après avoir payé leurs factures pendant 10 ans. Je pensais que leur campagne de diffamation était le pire qu'ils puissent me faire. Je pensais que le silence était ma meilleure défense. Mais je ne savais pas qu'il existait une preuve. Une preuve tangible de leur manipulation, qui allait tout changer. Et elle était sur le point de me tomber dessus. Quelques jours ont passé. L'assaut téléphonique avait cessé,
remplacé par ce silence radio lourd de menaces. Je vivais en état de siège. Un soir, en rentrant de l'EHPAD, épuisé, j'ai vu une notification de message sur Facebook. Ce n'était ni ma mère, ni ma sœur. C'était un nom que je n'avais pas vu depuis longtemps, Sabine. Sabine était une ancienne camarade de classe. Elle avait fait partie de la « bande » de Bérengère au lycée, mais elle avait toujours été différente. Plus silencieuse, plus observatrice. Le genre de personne qui reste en arrière-plan et qui voit tout. Son message était court. Salut Faustine. Je sais que ça fait une éternité. J'habite à Besançon maintenant, moi aussi. J'ai vu les rumeurs sur Facebook. Je pense que j'ai quelque chose que tu dois voir. C'est à propos de ta famille. Est-ce qu'on peut se voir? Un frisson m'a parcouru le dos. Les rumeurs. Donc ça se voyait tant que ça. J'ai hésité. Une partie de moi voulait juste tourner la page, ne plus en entendre parler. Mais une autre partie, la partie qui avait été humiliée pendant des années, avait besoin de savoir. J'ai accepté de la rencontrer le lendemain, après mon travail, dans un petit café tranquille près de la gare Viotte. Quand je suis arrivée, elle était déjà là, dans un coin, l'air nerveuse. Elle avait à peine changé. « Salut Faustine », dit-elle d'une petite voix. « Salut Sabine. Merci d'être venue. » De quoi s'agit-il? Elle a pris une grande inspiration. « Écoute, je me sens horriblement coupable. J'aurais dû te le dire plus tôt, mais je ne savais pas comment. Je ne voulais pas m'en mêler. Mais quand j'ai vu les posts de Bérengère, qui te traitaient en gros de monstre, je n'ai pas pu. » M'en mêler de quoi, Sabine? Elle a sorti son téléphone. Il y a environ 6 mois, ta mère, Josette, m'a ajouté à un groupe de discussion sur WhatsApp. Je crois qu'elle m'a confondu avec une autre Sabine, qui est une amie de Bérengère. J'y suis restée peut-être 1 heure avant qu'elle ne réalise son erreur et ne me supprime. Mais j'ai eu le temps de voir. J'ai pris des captures d'écran. Je ne sais pas pourquoi. Sur le coup, j'étais juste choquée. Mon cœur battait la chamade. Un groupe de discussion? Quel groupe? Sabine n'a pas répondu. Elle m'a tendu son téléphone. Sur l'écran, il y avait un nom de groupe, Soutien Maison Pontarlier. Les membres étaient Josette, Bérengère et Alain. Mon père. Mes mains ont commencé à trembler. Je n'avais pas besoin de lire la suite pour savoir que ce serait terrible. Je savais que ma mère et ma sœur parlaient dans mon dos. Mais mon père? Le silencieux Alain? Le lâche? M'a juste dit Sabine. J'ai fait défiler. C'était pire que tout ce que j'avais imaginé. Ce n'était pas juste des commérages. C'était un plan. Une stratégie. J'ai levé les yeux vers Sabine, le souffle coupé. Il planifiait tout. Oui, a dit Sabine, les larmes aux yeux. Faustine, je suis tellement désolée. Je n'ai pas pleuré. J'étais au-delà des larmes. J'ai juste recommencé à lire, du début. Et chaque message était un nouveau clou dans le cercueil de la famille que je pensais avoir. Ce n'était pas de la négligence. Ce n'était pas de l'incompétence financière. C'était un complot. Je lisais les messages, mais mon cerveau avait du mal à les accepter. C'était comme lire un scénario écrit par des étrangers. Josette, mère, Faustine vient de toucher sa prime de fin d'année de l'EHPAD. J'ai vu sa fiche de paie sur la table la dernière fois. C'est le bon moment. Bérengère, sœur, ok. Je lui demande pour le scooter? J'en ai trop marre de marcher. Josette, oui. Mais ne sois pas agressive. Fais la victime. Dis-lui que tu en as besoin pour tes entretiens. Qu'elle doit t'aider à réussir. Tu sais comment elle est, elle adore jouer la grande sœur sauveuse. Appuie là-dessus. Je me suis arrêtée. Elle adore jouer la grande sœur sauveuse. Ma gentillesse, mon désir d'aider, il le voyait comme une faiblesse. Une faiblesse à exploiter. J'ai continué à faire défiler. Bérengère, j'en ai marre de la supplier. Pourquoi tu ne lui demandes pas, toi? Josette, parce qu'il faut que ça vienne de toi. Moi, je gère le reste. Alain,
Tu lui parles de la MAF? Mon cœur s'est arrêté. J'ai cherché la réponse de mon père. Le père qui se cachait dans le jardin pendant que je me faisais humilier. Alain, père, d'accord. Je lui en toucherai 2 mots. Mais je n'insiste pas, je déteste ça. Dis-lui juste que la voiture est vieille, que l'assurance a augmenté. Rappelle-lui que je ne peux pas aller à la mairie sans voiture. Elle ne voudra pas que son père perde son travail, hein. Elle ne voudra pas que son père perde son travail. Il utilisait son propre emploi comme levier émotionnel. Le lâche. Il n'était pas silencieux, il était complice. Il participait activement à la planification. Le message suivant était de Josette. C'était le pire. Josette, parfait. Bérengère, tu l'appelles pour le scooter mardi. Alain, tu gères la MAF ce week-end. Et moi, je l'appelle dimanche soir, juste avant sa semaine de travail. Elle est toujours fatiguée et plus facile à convaincre le dimanche soir. On ne la lâche pas. Il faut bien qu'elle participe. Facile à convaincre le dimanche soir. J'ai lâché le téléphone comme s'il m'avait brûlé. J'ai regardé Sabine. Faustine? Ils se coordonnaient, j'ai murmuré. Ils avaient un planning. Un planning pour me soutirer de l'argent. Ce n'était pas de l'aide familiale. C'était une conspiration. Sabine a repris son téléphone. Quand Josette m'a supprimé du groupe, a-t-elle dit, elle m'a appelé, paniquée. Elle m'a fait jurer de ne rien dire, que c'était juste des discussions de famille, qu'il blaguait. Mais j'ai vu les montants. J'ai vu les dates. Il ne blaguait pas. Je me suis levée. J'avais besoin d'air. Est-ce que tu peux m'envoyer ça, Sabine? S'il te plaît. Bien sûr, a-t-elle dit. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé par la fenêtre du café, la nuit qui tombait sur Besançon. Je ne sais pas encore, j'ai dit, ma voix dure. Mais j'ai arrêté d'être facile à convaincre, point. Je suis rentrée chez moi. La colère que j'avais ressentie à la fête d'anniversaire n'était rien comparée à ça. Ce n'était plus de la colère. C'était une certitude froide. Ils avaient utilisé mes faiblesses contre moi. Mon amour pour eux. Ma culpabilité. Mon désir d'être une bonne fille. Je me suis assise sur mon canapé. J'ai ouvert les captures d'écran sur mon propre téléphone. J'ai relu. Et j'ai su exactement ce que j'allais faire. Ils avaient utilisé les mots pour me manipuler pendant 10 ans. Maintenant, c'était à mon tour d'utiliser le silence pour les détruire. Complètement. Cette nuit-là, j'ai fait la dernière chose qu'il me restait à faire. J'ai ouvert mes contacts. Josette. Bloquez ce contact. Alain. Bloquez ce contact. Bérengère. Bloquez ce contact. Je les ai bloqués sur mon téléphone, sur WhatsApp, sur Facebook. J'ai coupé le dernier lien. Je n'avais plus besoin d'entendre leurs mensonges. Je n'avais plus besoin d'attendre des excuses qui ne viendraient jamais. J'avais les preuves. Les semaines suivantes ont été étranges. J'ai d'abord ressenti une peur intense. La peur qu'ils débarquent à l'EHPAD, comme Bérengère l'avait menacé. Mais ils ne l'ont pas fait. Leur fierté, ou peut-être leur lâcheté, était plus forte. Puis, les choses ont commencé à changer. Un soir, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était tante Gisèle. Sa voix était complètement différente. Faustine? C'est Gisèle. Oh, ma chérie, je viens de voir quelque chose. Sabine m'a tout envoyé. Les messages. Oh, ma pauvre enfant. Ce qu'ils t'ont fait. Josette est ma sœur, mais ça... Faustine, je suis tellement désolée de t'avoir crié dessus. Je ne savais pas. Elle pleurait. J'ai écouté, impassible. Merci d'avoir appelé, tante Gisèle, j'ai dit. C'est par elle que j'ai appris la suite. Les conséquences n'étaient pas seulement financières. Elles étaient sociales. Les captures d'écran, que Sabine avait apparemment partagées avec quelques personnes de confiance pour laver ma réputation, avaient fait le tour de Pontarlier plus vite qu'un feu de paille. Bérengère a été la première à tomber. La société de crédit, Cofidis, n'a pas apprécié qu'elle ignore les lettres de rappel pour le scooter.
Ils l'ont menacée de poursuite. Ses amis, voyant le genre de message qu'elle envoyait sur sa propre sœur, ont commencé à prendre leur distance. Les invitations se sont taries. Son monde social, construit sur des apparences, s'est effondré. Josette, ma mère, a subi un sort plus subtil. Elle était très impliquée dans sa paroisse, la chorale, les œuvres de charité. Elle avait bâti sa réputation sur son image de mère dévouée, de femme sage. Quand les « rumeurs » du groupe WhatsApp ont commencé à circuler, les gens n'ont rien dit en face. Mais les sourires sont devenus plus forcés. Les invitations à prendre le café se sont faites plus rares. On la saluait toujours, mais avec pitié, au lieu de respect. Son statut, sa plus grande fierté, s'était terni. Et mon père? Alain. L'homme silencieux. Il a subi la conséquence la plus concrète. Sans mon soutien pour l'assurance et l'entretien, il ne pouvait plus se permettre de garder sa vieille voiture. Il l'a vendue à perte. Tante Gisèle m'a raconté, non sans une certaine satisfaction, qu'elle l'avait vu à l'arrêt de bus, sous la pluie, attendant le bus pour aller à la mairie. L'homme qui avait sacrifié sa fille pour sa tranquillité avait perdu sa voiture et son confort. Son silence lui coûtait enfin quelque chose. Ils avaient construit une maison de cartes sur mon dos. Une maison financée par ma culpabilité, entretenue par leur manipulation. Quand j'ai retiré la fondation, tout s'est écroulé. Et moi? Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas savouré leur chute. J'ai juste continué à vivre. 1 mois a passé. Puis 2. La vie à Besançon a continué, imperturbable. Je me suis réveillée. Je suis allée au travail. J'ai pris soin de mes patients à l'EHPAD. J'ai bu des cafés avec Mireille. Mais tout était différent. L'air semblait plus léger. La nourriture avait meilleur goût. Mon salaire, pour la première fois, m'appartenait entièrement. J'ai commencé à mettre de l'argent de côté. J'ai adopté un petit chat noir à la SPA locale, que j'ai appelé Crément. Un rappel ironique de cette nuit-là. Le silence sur mon téléphone n'était plus effrayant. Il était paisible. Je marche souvent le long du Doubs, ici à Besançon. L'eau est calme, elle suit son cours. Elle me rappelle que la vie continue. Je n'ai pas reçu d'excuses. Je n'en recevrai jamais. Ils sont probablement, à l'heure qu'il est, en train de se plaindre à qui veut l'entendre de leur fille ingrate. Ils sont peut-être même en train de trouver une nouvelle source de revenus. Mais ce ne sera plus moi. J'ai appris quelque chose de fondamental dans cette histoire. J'ai appris que la famille n'est pas toujours une question de sang. Le sang vous donne des parents, mais il ne garantit pas l'amour, ni le respect. Parfois, la famille, ce sont les gens qui vous choisissent, et que vous choisissez. Comme Mireille, qui m'a offert la vérité quand j'avais besoin de l'entendre. Comme Sabine, qui a pris un risque pour m'aider. J'ai appris que quitter une situation abusive n'est pas de la cruauté, même s'il s'agit de votre famille. Quand rester signifie vous perdre vous-même, partir est un acte de survie. L'amour ne se prouve pas par l'endurance à la souffrance. L'amour ne demande pas de s'effacer, de se sacrifier au point de devenir invisible. L'amour, le vrai, c'est le respect mutuel. Protéger sa paix mentale et financière, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est la base de tout. On ne peut pas verser de l'eau d'une carafe vide. Et la mienne était vide depuis trop longtemps. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Je sais qu'elle était longue, mais j'apprécie sincèrement votre temps et votre attention. Et maintenant, je veux vous entendre. Si vous étiez à ma place, confronté au même choix, auriez-vous pris le même chemin? Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez dû choisir entre votre famille et votre propre bien-être? Partagez vos pensées et vos propres expériences dans les commentaires. Nous avons tous à apprendre les uns des autres. Votre voix compte. Merci encore.